Surtout, j'en avais un le 27 janvier, là. Voilà, ce qui est fait. Et donc, nous pouvons commencer cette session numéro 12 des webinaires Savoir-faire participer pour changer, qui portera donc aujourd'hui sur la recherche sur, pour et avec la participation, où j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue Christophe Roturier, que je vais laisser se présenter. Christophe, peux-tu allumer ta caméra et ton micro, s'il te plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis donc à INRAE, délégué Sciences en Société, et donc depuis le 1er janvier 2020, donc depuis la création d'INRAE, je suis également responsable du pôle Sciences en Société au sein de la Direction pour la science ouverte, qui a été créée en même temps qu'INRAE. Bien, merci beaucoup Christophe. Et donc, nous commençons cette session pour les 25 minutes habituelles, plus ou moins 2 minutes, comme nous le faisons habituellement. Alors, où en sommes-nous? Donc, on en est au webinaire 12. Je rappelle pour celles et ceux qui n'auraient pas été là précédemment que nous parlons de participation décisionnelle, et je vous invite à revenir vers les webinaires précédents qui sont tous disponibles sur le site dont je vous ai remis l'adresse en présentation et en vidéo. Alors, une information pratique pour la suite, il n'y aura pas de webinaire la semaine prochaine. Le prochain webinaire est le 18 mars et de toute façon, les webinaires suivants seront quinzomadaires selon le planning que vous avez ici. Et à partir de maintenant, on ne passe plus par la plateforme Agrinium, mais nous passerons par la plateforme qui est indiquée ici, visio.whategame.info, qui vous orientera selon les cas sur une plateforme BBB ou autre chose. On verra sur quoi on travaille. Voilà. Alors, un peu de pub aussi complémentairement et par rapport à ce qui a été dit ici ensemble, c'est qu'en parallèle, on a un processus participatif et de formation qui se déroule dans le cadre d'un programme investissement d'avenir territoire innovant de grande ambition qui s'appelle Littoral Plus et dans lequel on a des webinaires sur des thèmes assez proches. D'ailleurs, il y a des interconnexions et je vous invite, pour celles et ceux qui seraient intéressés, à aller voir le dernier webinaire du 2 mars qui s'appelle Décider ensemble sous incertitude, qui a le même format. C'est aussi des webinaires, ce sont aussi des webinaires courts avec discussion. Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la recherche. On va parler de la recherche sur, pour et avec la participation. On va voir ce que ça veut dire. On en a déjà discuté dans les sessions précédentes, spécifiquement le webinaire 6 et 11. Et on va se raccrocher en fait au monde de la recherche qui s'intéresse d'une façon ou d'une autre à la participation. Alors, on va traiter quelques questions très rapidement, comme d'habitude. Vous le savez, c'est toujours la course. La différence entre la recherche sur, pour et avec la participation, quelques questions scientifiques, quelles sont les connaissances qui sont produites, comment on aborde ça sur le terrain et à quoi sert finalement la recherche dans la pratique. Alors, première idée importante, c'est que les sciences, elles sont par construction et par structure participative. On l'oublie un petit peu, même si elles ne sont pas forcément décisionnelles, elles sont participatives, parce que c'est de la coproduction, du partage, de la validation de connaissances, avec des tiers, avec des pairs, comme on dit, sur des phénomènes, parfois sur des concepts uniquement, qui peuvent être l'environnement biophysique, les technologies, mais aussi les aspects sociaux, les gens, l'expression, l'évolution de la société, la participation qui peut être l'objet d'une démarche scientifique, les sciences qui sont en elles-mêmes aussi l'objet d'une démarche scientifique, par exemple en sociologie des sciences. Donc la production scientifique en elle-même est un processus social qui fait participer des acteurs. Alors, ils se reconnaissent plus ou moins, avec des statuts différents, des rôles, et ils sont plus ou moins ouverts dans leur approche justement de cette participation dans la démarche scientifique. Ça va des techniciens ou des administratifs dans les labos, mais bien au-delà, évidemment, des gens qui sont concernés à l'extérieur, avec des cobayes, des sujets ou simplement des partenaires. Voilà. Alors en fait, par miroir, on peut aussi dire que la participation est un défi pour les sciences en soi, tel qu'on a pu la présenter jusqu'ici. Donc, la participation comme un processus transformatif et un processus de réinclusion dans des processus décisionnels dont les gens sont absents, à tous les niveaux, que ce soit sur les niveaux familiaux, sociaux, etc., dans le business et dans l'entreprise, dans les aspects politiques, les questions de démocratie, transformation de la démocratie, mais aussi dans les sciences. Et donc, finalement, la question est, est-ce qu'il y a une science de la participation et comment elle peut aider à tout ça, elle peut aider à transformer cette participation. Voilà. Alors, en fait, il y a différentes postures possibles sur la relation entre scientifique et participation. Donc, la première posture, qui est quand même dominante, c'est sans participation, ou disons en négligeant ou en ne considérant pas ça comme un enjeu. C'est l'indifférence, la distanciation, c'est tout ce qui se fait classiquement dans des labos. Ça, c'est la première chose.
La deuxième démarche, on en parlera aujourd'hui avec Christophe, c'est la démarche dans laquelle on va utiliser d'une certaine façon des acteurs pour aider la science, c'est les sciences citoyennes, c'est la recherche participative. La troisième démarche, c'est la démarche scientifique sur la participation. Donc, des scientifiques vont observer et analyser la participation développée par d'autres acteurs. On parlera aujourd'hui du groupement d'intérêt scientifique démocratie et participation, qui renvoie principalement aux sciences sociales. Puis, les démarches de recherche-intervention, où on va avoir une science par et pour la participation, donc il y a une finalité transformatrice ou d'équipement et d'intervention, donc ce qui relève pour nous de l'ingénierie de la participation, qui est plutôt notre domaine. Et enfin, un dernier domaine qui est celui de la science plus engagée, qui pose des questions épistémologiques et déontologiques parfois, où il y a des scientifiques qui vont fournir des résultats qui vont être utiles à l'intérieur d'un certain projet social. Donc c'est vrai, par exemple, on va le prendre sur l'agriculture biologique, qui peut relever d'un projet social, mais c'est vrai aussi sur d'autres enjeux politiques. Alors derrière ça, en fait, on va prendre le cas français, on va se centrer sur le cas français. Évidemment, à l'international, il y a les extensions équivalentes, mais on a des réseaux scientifiques dont on a un petit peu parlé déjà au début. Les trois principaux dans le cadre français sont le GIS, le groupement d'intérêt scientifique démocratie et participation, le groupement interinstitution qui s'appelle ALICE, l'Alliance Sciences-Société, et moins scientifique, plus professionnel, l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Et puis après, on a des GDR, des GDR qui sont terminés, en fait, le GDR Parcs, hein, sur la recherche participative, qui est en cours de renouvellement, je ne sais pas exactement où ils en sont, et le GDR Policy Analytics, qui est déporté par Dauphine, et nous, et d'autres. Et puis après, on a d'autres groupements, comme les Civic Tech, dont on a déjà parlé, ou des associations comme Sciences Citoyennes. Et après, on va retrouver d'autres partenaires, comme Viginature, proche du muséum. Alors, parlons déjà de la recherche sur la participation. Donc, on va parler pour ça, en fait, de ce qui se fait au niveau du groupement d'intérêt scientifique, qui est le collectif, si vous voulez, de recherche français sur la participation. Et on va dire quelques mots déjà à partir d'un travail qui est ancien, qui a 10 ans, de Jean-Michel Fourniot et Loïc Blondiot, qu'ils ont publié plus tard dans la revue Participation, et qui faisait un premier bilan des recherches et qui posait des questions sur de quoi on parle finalement dans la recherche sur la participation. Eh bien, on parle de ce que vous avez ici. Alors, en fait, ils en mettent 8, hein, parce que c'est segmenté un peu différemment, mais on parle d'abord des effets de la participation, de savoir quel est son impact à la fois sur la décision, les personnes, et puis aussi les effets de transformation sur les structures sociales, sur le fonctionnement même de l'environnement en tant que tel. Une analyse plutôt des conditions et du contexte de participation, c'est-à-dire dans quoi est-ce que ça s'inscrit, dans quelle structure. Une analyse des dispositifs. Par dispositif, on entend les modalités d'intervention, l'organisation des publics, le cadrage, les méthodologies utilisées. Une question sur l'institutionnalisation et le positionnement de la participation entre quelque chose d'émergent, d'informel et quelque chose de beaucoup plus institutionnel. Et puis le moment où ça devient un aspect juridique, comme c'est le cas par exemple avec la Convention d'Aarhus, avec l'article 14 de la directive 4 sur l'eau ou avec les ordonnances de 2016 sur le dialogue environnemental. Tout ce qui a à voir avec le conflit, la coopération, les modes de gestion des communs, avec une approche plus, avec une comparaison entre les approches dites gestionnaires, émancipatrices et démocratiques, qui sont liées à l'intention et au portage par les acteurs en amont. La question de la professionnalisation, dont on parlera d'ailleurs dans le prochain webinaire, avec des enjeux sur les asymétries, sur les acteurs qui ont des vocations réformateurs, des promoteurs, et puis le statut de l'expertise qui a été beaucoup discuté dans le webinaire précédent, vous vous en souvenez, on a parlé sur la Convention citoyenne. Voilà. Alors, prenons le cas déjà de la recherche sur la participation. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Je l'ai annoncé au début. Qu'est-ce qu'on fait dans une recherche sur la participation? Eh bien, on va suivre un protocole scientifique relativement classique, et là, on va être dans le champ essentiellement des sciences sociales. Alors moi, je ne suis pas moi-même issu des sciences sociales, donc je peux être critiqué sur ce que je vais dire, mais voilà un petit peu le cadrage. Donc d'abord, on se situe sur un thème, un cadre général. Après, on regarde l'état de la connaissance. C'est comme ça qu'on travaille dans le champ scientifique. On va s'appuyer sur ce qui est connu, des hypothèses, des connaissances, des méthodes. On va focaliser une question de recherche sur un processus, un dispositif. Et là, on va formuler des hypothèses. Et puis, on va choisir une méthode particulière d'analyse à partir des hypothèses, c'est-à-dire un mode d'observation, de mesure, etc. On va choisir des terrains, qui peuvent être des terrains numériques, hein, c'est le cas pour la participation numérique, des cas d'études. On met en place tout ça, on mouline le travail, c'est-à-dire qu'on va réaliser des enquêtes, des observations, on va traiter des données, on analyse les résultats, et puis on va vers la publication dans les protocoles classiques. Alors, posture, observation, analyse. Par rapport à ça, la recherche va essentiellement produire des connaissances sur la participation. On va chercher à éviter au contraire l'influence, on va se positionner dans ce qu'on appelle la neutralité axiologique. Et
il y a des influences au moment d'une enquête, mais ce n'est pas la finalité. Voilà la première dimension. Alors, le GIS, comment il a évolué avec cet espace-là? Donc, c'est d'abord un grand réseau de recherche conjoint, j'en dis quelques mots. Alors, j'avais invité les collègues du GIS à venir s'exprimer directement, ils n'étaient pas disponibles, donc je les représente si vous voulez. Donc, il existe depuis 2009, le GIS Démocratie et Participation. Aujourd'hui, c'est 56 laboratoires, 13 partenaires, pardon, avec un certain nombre de questions clés que vous retrouvez ici. Je ne vais pas revenir dessus, sur la démocratisation, sur la notion d'expérimentation, sur les problématiques d'émancipation et la diffusion des expérimentations démocratiques, la question des savoirs, le partage des savoirs entre experts et non-experts, on en a parlé la dernière fois, et les effets de la participation sur les processus existants. Donc l'idée, c'est aussi, et ça c'est en évolution, de rapprocher davantage les questions des chercheurs avec ceux des praticiens. Et donc, on voyait qu'il y avait plusieurs réseaux, et le réseau de l'Institut de la concertation, c'est plus des professionnels, des consultants, etc. Et le GIS fait de la recherche, et en fait, il y a évidemment des dialogues, mais ce n'est pas exactement le même boulot. Donc, que fait le GIS? Il a plusieurs activités. Donc, les activités bien visibles, c'est les séminaires, les colloques, les réunions. La publication de ce qui s'appelle le DICOPARC, le dictionnaire de la participation, qui est un processus collectif, un espèce de Wikipédia de la participation, et puis la revue participation, ce qui est classique dans les communautés scientifiques, d'avoir une revue commune. Alors ce GIS, il est d'abord sciences humaines et sociales. Là, vous avez la distribution, l'auto-analyse des participants. Et vous voyez qu'ils viennent principalement de sciences politiques et de sociologie, et puis après, vous voyez d'autres domaines en économie, information et communication, géographie, aménagement, urbanisme, etc. Bon, c'est des SHS. Avec essentiellement des démarches analytiques, parfois une volonté et un positionnement sur les enjeux de démocratisation, qui est d'ailleurs en émergence, une très faible part en général de recherche-intervention directe, mais par contre des liens assez importants avec les structures associatives ou les acteurs publics dans le contexte actuel. Alors, quelle est l'évolution en cours du GIS? Elle est essentiellement liée à la tension ou à la réalité sociale contemporaine, donc les notions d'urgence démocratique. Donc là, je reprends les termes qui sont dans le texte d'évolution actuelle du GIS, la troisième session en fait, de remouture du GIS qui est portée par ses animateurs, avec le fait que la démocratisation de la démocratie rencontre des obstacles, aller plus loin, aller vers l'expérimentation, et en particulier un programme qui est soutenu par le ministère des Transitions, qui s'appelle CITIN, pour accompagner et évaluer des expérimentations pour la transition. Alors là, vous avez les thèmes qui sont assez variés, qui vont de l'agriculture aux zones populaires, à des enjeux sur les plans locaux d'urbanisme, la transition écologique, etc. Donc beaucoup de choses qui sont soutenues expérimentalement, exploratoirement sur le terrain. Alors, quelques mots maintenant sur des sciences pour la participation. C'est-à-dire ce que, par exemple, nous portons dans notre équipe et ce qu'on a défendu un petit peu dans ces webinaires depuis le début. Et donc là, on va reprendre un petit peu ce schéma, se dire finalement comment nous, on travaille. Eh bien, on va travailler dans une recherche-intervention avec et pour les acteurs de la participation décisionnelle, donc essentiellement des acteurs publics et des citoyens. On va choisir de nouveau un thème, on va faire un état de l'art. Et là, on travaille très rapidement avec les acteurs. C'est-à-dire qu'on se met très rapidement à travailler, non pas au départ stricto sensu pour une question, une hypothèse, mais d'abord pour un terrain. Et on va travailler avec et pour eux, on va faire mûrir en fait le cadrage avec eux. Donc l'état des lieux, on le fait avec eux sur le terrain, sur un certain nombre de choses, analyse d'acteurs, situation, historique, etc., diagnostic de gouvernance. On va proposer un processus pour explorer une des questions qui nous intéressent et les intéressent, pour tester les hypothèses. On va discuter une méthodologie d'intervention, on va en décrire la faisabilité, et on va organiser les conditions de mise en œuvre, avec tous les problèmes que ça pose sur la façon dont on peut engager des acteurs dans une expérimentation démocratique réelle, c'est-à-dire une expérimentation participative en l'occurrence, qui pose des questions pratiques, mais aussi des questions évidemment éthiques ou déontologiques. On met en œuvre, on associe toujours ça avec du suivi-évaluation qui peut être réalisé par nous, par des tiers spécialistes ou par les acteurs eux-mêmes, qui va produire de la connaissance sur le processus, cette connaissance pouvant d'ailleurs être réintroduite dans le processus lui-même pour son évolution, c'est ce qu'on appelle nous la participation endo-évaluative, et puis on lance et on pilote le processus d'intervention avec cette analyse. Et puis derrière, on va vers un schéma plus classique d'analyse où on va traiter les résultats et les publier. Mais au passage, évidemment, ces résultats sont aussi partagés. Il y a une exigence de partage sur les données, sur les résultats qui peuvent d'ailleurs servir évidemment aux acteurs eux-mêmes pour leur évolution, avec différents niveaux de relations, avec des instances plus politiques institutionnelles, puis des instances plus bas. Alors, de facto, comment cette science se matérialise?
On fait une recherche, nous, sur la conception et l'appui au processus participatif. Donc, en fait, on se rapproche des sciences de la décision, une sous-partie des sciences de gestion, de fait, et avec trois enjeux principaux. Donc, la première phase qui est l'ingénierie des processus et des outils, tout ce dont on a discuté jusqu'ici dans les webinaires précédents, principalement. Une mise en œuvre dans un contexte sociopolitique réel avec des vrais acteurs et éventuellement des adaptations. On n'est pas toujours au contrôle et aux manettes du dispositif scientifique. C'est une grande différence avec nos collègues qui travaillent de façon beaucoup plus classique sur leur dispositif. On réalise des mesures multi-impact, c'est-à-dire de mesurer globalement qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui bouge. Et puis après, à partir de là, on en tire des conclusions sur ce qui a été mis en œuvre. Donc on est dans cette liaison processus, suivi, évaluation, résultat, avec des tas de problèmes sur la comparabilité dans des situations réelles, puisqu'elles sont dépendantes de tout le contexte, etc. Des problèmes de séparabilité, d'imputabilité des causes, puisque d'autres choses se passent en parallèle, et la complexité des systèmes. Et donc, on essaye d'aller vers une expérimentabilité, si vous voulez, de tout ça, mais c'est très compliqué dans le contexte réel. Alors, ça pose des tas de questions. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de ces questions sur l'ingénierie de la participation décisionnelle, mais il y a des questions, par exemple, sur la comparaison, comment comparer finalement des méthodes, des informations, donc qu'est-ce qui produit effectivement des changements entre plus d'informations, plus d'expertise, plus de participation, les questions sur l'inclusion et l'engagement qui, je sais, vous intéressent, beaucoup d'entre vous ont posé des questions là-dessus, l'impact d'une conception participative et d'un apport expert, la notion d'autonomisation, comment elle est abordée, jusqu'à quel point il faut former, guider ou laisser faire, ça fait partie des enjeux. Les relations entre institutionnalisation et processus émergents issus des citoyens, comment reconstituer la confiance entre les acteurs, spécifiquement ce qu'on travaille sur la modélisation participative, en quoi est-ce que ça va aider à co-gérer durablement des dispositifs, etc. Et puis des questions sur le numérique et le présentiel, bien entendu, sur les impacts comparés. Donc voilà le cadre général. Alors maintenant, on va passer à la troisième approche, la troisième posture, qui est des sciences avec la participation, qui renvoie à ce qu'on avait déjà traité dans un webinaire précédent sur le diagnostic participatif. Et là, on va parler de sciences participatives et de sciences citoyennes, et je donne la parole à Christophe. Merci Niels. Donc, je vais vous parler en fait de ce qui se passe à INRAE, qui est en fait une réalité assez ancienne, hein. Pratiquement dès la création de l'Institut en 1946, il y a des chercheurs qui ont eu la volonté de travailler de manière participative, donc avec un certain nombre d'acteurs. Donc à l'époque, c'était des petits groupes d'agriculteurs, des petits groupes d'éleveurs, et donc en les impliquant de manière très étroite à la recherche depuis, disons, la conception de la question de recherche jusqu'à la diffusion des résultats. Alors, juste pour introduire le sujet, parce que je crois que c'est une question qui revient relativement souvent, c'est une question liée à la terminologie. On a dans ce domaine une terminologie qui n'est pas très stabilisée, et donc on rencontre beaucoup de termes. Alors, je voudrais tout de suite déstresser un petit peu tout le monde avec ça, dans la mesure où les termes n'étant pas très stabilisés d'une communauté scientifique à l'autre, on va trouver parfois des mots, des adjectifs qui recouvrent des réalités qui sont différentes d'une communauté à l'autre. Donc là, pour rentrer dans le sujet, je vous ai proposé donc cette diapositive là, qui est issue d'un article qui est paru dans The Conversation, qu'on a fait paraître en 2017 avec des collègues, dans lequel on propose une typologie en fait de la participation des non-chercheurs, puisque alors le terme non-chercheur n'est pas totalement satisfaisant, mais disons que c'est pour faire simple que j'emploie à dessein ce terme-là. Donc une typologie qui est basée sur le niveau d'implication finalement des non-chercheurs dans les projets de recherche. Donc on avait proposé à l'époque 4 niveaux. Le niveau 1 qui concerne donc ce qu'on appelle dans notre jargon le crowdsourcing, c'est-à-dire le recueil massif d'informations ou parfois même d'échantillons par les non-chercheurs. Le niveau 2 qu'on avait appelé intelligence partagée, où là les non-chercheurs participent également à l'interprétation de base, donc des données. Un niveau 3 qu'on avait appelé recherche collaborative, où donc les non-chercheurs et les chercheurs travaillent de manière beaucoup plus approfondie sur la définition du problème jusqu'à la diffusion des résultats. Et puis un niveau 4 qu'on avait appelé recherche collégiale, dans lequel chercheurs et non-chercheurs participent conjointement à tout ce qui fait le niveau 3, mais en plus, ils partagent entièrement la responsabilité du projet, et y compris les coûts.
Donc sur la diapo suivante, je vais revenir plus précisément donc, sur ce qui se passe, enfin sur la manière dont ce sujet est traité au sein d'INRAE. Donc, comme je vous l'ai dit, cette question des recherches participatives, c'est une question donc, qui n'est pas récente, hein, qui est ancienne à l'Institut, mais là, elle a pris une ampleur nouvelle encore, avec le nouveau plan stratégique INRAE à 2030, donc, qui est sorti au tout début d'année, là. Et donc, dans ce plan stratégique, il y a 5 grandes orientations scientifiques sur lesquelles je ne reviens pas ici, ce n'est pas l'objet. 3 grandes orientations de politique générale, dont une qui s'appelle « Placer la science, l'innovation et l'expertise au cœur de nos relations avec la société et renforcer notre culture de l'impact ». Et donc, dans cette orientation de politique générale, il y a notamment un chapitre sur « Ouvrir la science et partager les connaissances ». Donc, je vais revenir juste derrière sur ce que ça recouvre exactement. Et donc, en parallèle, je voulais signaler que la création d'INRAE au 1er janvier 2020 a aussi intégré cette question de l'ouverture de la science de plus en plus importante, avec non seulement la création d'une direction spécifique, direction pour la science ouverte, mais aussi une direction générale déléguée à l'expertise et à l'appui aux politiques publiques, donc qui intègre aussi de manière beaucoup plus explicite cette volonté d'appuyer donc ces politiques publiques. Alors, juste pour donner un aperçu de la manière dont ces thématiques sont intégrées dans cette stratégie générale, si vous allez directement à la fin de la diapo, là, vous verrez que dans les relations avec la société, il y a deux dimensions qui, en fait, recouvrent grosso modo les missions du pôle sciences en société d'INRAE. Donc, c'est d'une part de construire des relations durables avec un certain nombre d'acteurs de ce qu'on appelle maintenant le tiers secteur de la recherche, c'est-à-dire des acteurs qui ont classiquement, historiquement, un accès pas très facile à la recherche pour X raisons. Donc, c'est les associations, les ONG, mais c'est aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est des très petites entreprises, y compris les entreprises agricoles, par exemple. Et puis, deuxième dimension importante au sein du pôle, c'est de soutenir et par ce soutien, de permettre un développement des recherches participatives au sein de l'Institut. Donc, si on va à la diapo suivante. Alors, comme je vous ai dit en introduction, la terminologie autour des recherches participatives n'est pas très stabilisée. Alors, en fait, nous, on a l'habitude de travailler avec une définition qui figure dans une charte qui a été signée en mars 2017 par une trentaine d'organisations, à la fois académiques et associatives, cette charte contient une définition des sciences et recherches participatives, qui est donc rappelée ici. Je vous la lis parce que chaque mot a été pesé en amont de l'écriture de cette définition. Donc, les sciences et recherches participatives sont des formes de production de connaissances scientifiques. Donc, on est bien là dans la recherche, dans la production de connaissances, auxquelles participent aux côtés des chercheurs des acteurs de la société civile. Alors, le terme société civile est assez vague lui-même et donc laisse la porte ouverte à pas mal d'acteurs, à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée. Alors, les termes actifs et délibérés sont également très importants. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça permet notamment de bien séparer les recherches participatives d'autres formes d'implication de non-chercheurs enfin, des formes qui, en fait, comment dire, impliquent de manière relativement faible les non-chercheurs, ou bien même les impliquent sans qu'ils soient au courant. Donc voilà, c'est vraiment pour faire le distinguo que ces deux termes, ces deux adjectifs ont été rajoutés. Alors, je reviens en deux mots là sur les questions de typologie. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure une typologie des recherches participatives avec 4 niveaux qui correspondaient à 4 niveaux d'implication
des non-chercheurs, mais il y a d'autres typologies possibles. Par exemple, on peut croiser non seulement le niveau d'implication, mais aussi l'origine de la question, par exemple, parce que la question vient du monde de la recherche ou du monde, ou plutôt de la société. Et là, ça vous fait une typologie avec deux facteurs, donc deux axes dans lesquels vous pouvez retrouver des définitions, par exemple, d'une recherche collaborative, mais qui ne va pas recouper exactement la définition proposée dans la typologie que je vous ai montré tout à l'heure. Donc tout ça, c'est pour vous dire que suivant les critères qu'on retient, les définitions ou les typologies de recherche participative ne sont pas exactement les mêmes. Alors, je vous présente ici un autre travail qui avait été fait dans le cadre du rapport de François Houllier en 2016, qui est là. Excuse-moi, une minute, Christophe, pardon. Ah, pardon. Donc là, c'est une approche bibliométrique dans laquelle on avait regardé avec une équation de recherche là, que vous avez en haut de la diapo, ce qui se publiait en fait dans le monde. Et donc là, on arrivait en gros à trois grands groupes, ce qu'on appelle les citizen science, qui étaient là plutôt liés à la gestion participative des ressources naturelles, des recherches-actions et recherches-actions participatives qu'on va retrouver plutôt dans les domaines de services de santé, de l'agriculture, et puis un troisième groupe que les anglo-saxons appellent les community-based research, qui sont en fait des recherches menées avec des communautés ou moins des groupes impliqués sur des questions particulières. Ça peut être des questions liées à des groupes de malades ou bien des questions liées aux First Nations, comme ils disent au Canada, donc les personnes qui étaient là avant l'arrivée des Européens. Alors, juste pour terminer, pourquoi finalement est-ce que INRAE s'intéresse à ces démarches participatives en recherche avec, là du coup, en fait, il y a les objectifs, on a essayé de les résumer là en trois grands groupes, hein. Le premier objectif, c'est de valoriser le potentiel scientifique de ce type de recherche. Donc, ça peut être soit, dans le cadre du crowdsourcing, d'accéder à des données qui sont inaccessibles par d'autres approches, quand on demande à des amateurs, des citoyens de collecter des données environnementales. Donc là, ça démultiplie effectivement les yeux, les oreilles sur le terrain, mais c'est aussi de valoriser différentes formes de savoir. Donc il y a le savoir des scientifiques, mais aussi il y a le savoir d'expérience, hein, des agriculteurs, par exemple, ou des éleveurs. Et donc tout l'intérêt de ces démarches, c'est de savoir combiner ces différentes formes de savoir pour développer une intelligence collective. Le deuxième grand groupe de raisons, c'est de construire des nouveaux liens avec les citoyens et de mieux prendre en compte leurs attentes, les attentes des parties prenantes. Et puis enfin, le troisième grand objectif, c'est de faciliter l'appropriation des résultats de la recherche, puisque du coup, les participants ont contribué à l'obtention de ces résultats, ce qui fait que le terme acceptabilité n'a plus un grand sens dans ces démarches, dans ce monde-là, puisque l'acceptabilité, ça suppose qu'on essaye un peu de faire rentrer aux chausse-pieds, de faire accepter aux chausse-pieds des résultats de la recherche, alors que là, en fait, comme les participants ont contribué aux résultats, le terme d'acceptabilité n'est plus très pertinent. Voilà. Et Merci, je crois que j'ai Christophe. terminé, hein, Nils. Je suis désolé, on essaie de respecter nos propres horaires. Donc, un dernier mot très, 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 très rapide. Oui, c'était juste pour dire que cette histoire des démarches participatives de recherche au sein de l'INRA et d'INRAE, j'ai oublié le E, là, excusez-moi, et s'il y avait un mot pour le caractériser, c'est la diversité. Donc, à la fois au niveau des domaines scientifiques, des pratiques, c'est-à-dire des niveaux de participation, finalement, des non-scientifiques, des non-chercheurs dans la recherche, la diversité des partenaires, hein, que ce soit agriculteurs, éleveurs, forestiers, viticulteurs, des amateurs, des élèves, des étudiants, des élus, etc. Et puis le type de production, je ne vais peut-être pas assez insister là-dessus, mais ça produit de la science, bien entendu, avec des articles scientifiques, mais ça ne produit pas que ça produit beaucoup d'autres choses, hein, des outils, du matériel génétique, des idées d'évolution réglementaire, etc. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse les éléments de discussion et je n'en parlerai pas car nous n'avons pas le temps. Et j'ouvre les questions. Donc, je vous rappelle, s'il vous plaît, autant que possible, vos questions et réponses sont dans la partie Q&R de l'interface que vous avez. Et le banc des questions est ouvert pour donc un quart d'heure. Alors, nous avons une première question à laquelle nous allons répondre.
c'est comment l'INRAE va mettre en place ce programme de rapprochement de la recherche et de la participation citoyenne. Christophe, je pense que c'est pour toi. Alors, dans ce que je vous ai présenté, donc vous avez vu qu'il y a deux grands axes finalement. Il y a tout ce qui concerne les recherches participatives, donc qui par définition associent des non-chercheurs à la recherche. Donc là, l'idée, c'est de convaincre déjà un maximum de collègues que ce sont des démarches qui peuvent être pertinentes pour eux. Alors, on ne dit pas que les recherches participatives sont des démarches qui sont pertinentes, adaptées à tous les sujets de recherche. Hein. Ce n'est pas ça le message qu'on veut véhiculer. C'est simplement dire que inciter les collègues à se poser la question de savoir si par rapport aux problèmes qu'ils ont à résoudre, déjà, est-ce que une démarche participative peut être intéressante ou pas. Peut-être aussi les convaincre que le fait de travailler avec des non-scientifiques, ça peut aussi renouveler leur questionnement de recherche. Donc ça, c'est aussi un sujet important. Et donc, pour ça, on met en place un certain nombre de formations ou de dispositifs qui peuvent à la fois leur permettre non seulement de découvrir ce que c'est et de se poser la question de la pertinence, mais aussi d'aider ceux qui veulent se mettre le pied à l'étrier à se lancer. Et puis, pour ceux qui ont déjà une pratique plus ancienne, éventuellement de perfectionner leur pratique. Donc, je ne rentre pas dans le détail des dispositifs de formation ou d'accompagnement, mais voilà, sachez que ça existe ou que c'est en train de se mettre en place. Et puis, le deuxième volet, qui est un peu complémentaire, c'est de développer aussi des relations avec un certain nombre de réseaux associatifs pour, justement, en lien avec eux, mieux, réfléchir finalement avec eux dans la durée et dans la confiance à la manière de travailler ensemble. Alors, ça peut prendre la forme de recherche participative, mais ça peut prendre aussi bien d'autres formes. On a des demandes de grosses associations, par exemple, qui souhaitent discuter avec la recherche pour savoir si, dans les éléments de leur plaidoyer, ce qu'ils racontent est pertinent, enfin, entrer en dialogue avec eux là-dessus, réfléchir de manière prospective sur un certain type de sujet. Voilà, donc on essaye aussi en parallèle de développer des relations dans la durée avec des réseaux d'associations qui peuvent être des défense de l'environnement, de consommateurs ou autres, pour faciliter aussi ce lien entre ces acteurs-là et la recherche. Alors, je compléterai ce que vient de dire Christophe sur un élément important qui est, Christophe l'évoquait sur la partie production de connaissances avec des citoyens, donc sur les sciences participatives descriptives. De facto, un travail important que nous on conduit avec des groupes en formation avec des collègues, c'est de les sensibiliser à la notion d'impact social, de la dépendance sociale et de l'impact des choix qui sont faits dans la démarche scientifique sur les transformations. Donc, c'est essentiellement ce positionnement-là. Et puis, dans un deuxième temps, d'avoir un dialogue sur l'usage des résultats qui ne va pas simplement sur la production de connaissances avec des gens, mais aussi sur la réinsertion dans l'espace social de ce qu'il advient de la technologie. C'est vrai pour les questions de santé, on l'a de façon extrêmement claire aujourd'hui, mais c'est vrai pour des tas d'autres sujets sur climat, environnement, etc. Et complémentairement à ce que disait Christophe, je rajouterai un point, c'est qu'en matière de sciences citoyennes, descriptives, analytiques, d'observatoires participatifs, il n'y a pas simplement la conscience de l'appropriation des résultats, mais il y a aussi la sensibilisation progressive au rôle d'acteur dans l'environnement. Et donc, la bascule progressive d'un moment où je suis observateur, à un moment où je suis questionneur, à un moment où je suis préconisateur et où je deviens acteur. Et ça, c'est très important, cette séquence-là. Ça a mis du temps à émerger chez les collègues, par exemple, du Muséum d'histoire naturelle dans le cadre de Viginature, mais maintenant, c'est devenu bien constitué. Il y a beaucoup de travaux. Et avec le CIRAD, par exemple, on a une démarche et plusieurs équipes du CIRAD conjointes sur des projets internationaux avec l'AFD, où il y a cette migration entre dire on a fait des observatoires parce qu'on avait l'habitude de faire des observatoires, mais en fait, un observatoire en soi, ça n'est qu'un déclencheur d'un processus social particulier à un moment donné. Et ça devient quelque chose qui est formalisé dans la suite. Alors, on a une autre question, donc, qui est comment l'INRAE va mettre en place ce programme de rapprochement. Pardon, excuse-moi, non, c'est pas celle-là, c'était l'autre que je reprenais. Comment entrez-vous en contact avec la société civile pour créer des partenariats? Tu as commencé à en dire deux mots, peut-être compléter un petit peu sur cette mise en contact avec la société civile?
Alors, comment on rentre en contact? Alors, en fait, on essaye d'analyser un peu le paysage des grandes associations. Alors, je dis grandes associations parce que on voit bien que le milieu associatif en France est très riche, hein. Donc, par exemple, on a une convention cadre avec France Nature Environnement qui, à elle seule, regroupe 3500 associations locales, hein. Donc, c'est juste pour dire que nous, on travaille plutôt avec les têtes de réseau. Et donc, on essaie d'identifier les partenaires qui nous semblent a priori pertinents dans le champ d'INRAE. Donc, la pertinence, on essaye de regarder déjà les associations qui ont un intérêt marqué pour la science, hein, par exemple, qui fondent leur plaidoyer sur des données scientifiques. On essaye de regarder aussi ce qu'elles représentent dans le paysage en termes de, par exemple, bon, je parlais de FNE, mais on travaille aussi avec le réseau des CPIE, l'UNCPIE. On avait jusqu'à très récemment encore une convention cadre avec la Confédération du logement et du cadre de vie, la CLCV, etc. Bon, on essaye comme ça de voir un peu le paysage et de regarder les associations qui nous semblent les plus intéressantes dans notre environnement, mais aussi on a l'inverse, c'est-à-dire des associations qui viennent nous voir en disant on aimerait bien travailler avec vous. Donc c'est dans les deux sens que ça joue. Et après, suivant, il n'y a pas de, comment dire, chaque cas est un peu particulier, hein. Donc ça peut être dans un cas, on va commencer par mener une ou deux actions, on apprend à se connaître, on apprend à créer la confiance, et puis après, petit à petit, on essaye de voir comment on peut monter en intensité dans la relation, l'inscrire dans la durée, et dans ce cadre, dans certains cas, ça veut dire que pour marquer ça de manière à la fois, comment dire, l'inscrire dans la durée et lui donner une dimension institutionnelle, on va signer une convention cadre, ce qui est là est vraiment un signe qu'on s'inscrit ensemble dans un dialogue constructif et long. Alors, qui dit dialogue constructif ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, hein. Ça veut dire surtout qu'on a envie d'échanger et qu'on le fait dans le respect mutuel, quoi. C'est ça que ça veut dire, hein. Alors, je compléterai sur un petit point aussi qui concerne la société civile, c'est souvent les associations intermédiaires structurées, au moins dans le sens anglo-saxon. Alors nous, on a un travail dans le champ de la recherche-intervention transformative, hein, sur la décision participative, qui va directement vers les citoyens. Et en fait, pour ça, évidemment, ça pose un problème de l'intermédiation primaire pour toucher les citoyens. Donc il y a des enjeux de com qui sont pour nous en amont en fait, de la participation, contrairement à la plupart des collègues qui font de la com après les projets. Et donc, par exemple, sur le projet qu'on a en Occitanie, donc je vous parlais au début d'ailleurs, l'enjeu, c'est de reconstituer une capacité directe au niveau des citoyens, indépendamment des associations intermédiaires, pour se saisir des questions de résilience territoriale et des projets territoriaux. Et donc, pour ça, on monte en capacité par de la formation, etc., des citoyens médiateurs dont la fonction principalement, en fait, c'est de devenir des co-animateurs finalement des dynamiques participatives au niveau local. Mais on n'est pas dans des schémas d'observation. Le diagnostic va être présent comme une des étapes, on l'a vu hein, dans le cycle décisionnel de la décision participative, mais ça n'est qu'une partie. Et en fait, il va bien s'agir qu'ils s'en saisissent eux-mêmes. Et donc, évidemment, on est en attente de la demande. Alors, n'empêche qu'on a quand même dans des configurations réelles et pratiques que souvent, on va avoir des municipalités ou des associations qui viennent et qui, après, elles vont déclencher un contexte particulier où on a une demande sociale qui remonte sur de la participation un petit peu originale. Voilà. Alors, on a deux autres questions. Je continue. Le monde associatif peut en effet être très demandeur, voir les boutiques des sciences à Lyon et à Lille, bien sûr, les programmes repères, et aujourd'hui, c'est au 3 de l'ADEME, bien entendu. Et la question est, quel lien avec le tiers veilleur de la recherche participative en train d'émerger? Christophe. Le lien, il n'y a pas de lien direct, hein. Donc CO3, effectivement, a repris cette idée-là qui avait émergé dans le cadre du programme Repère d'avoir des tiers veilleurs. Alors, les tiers veilleurs, pour ceux qui ne sont pas trop familiers de ce vocabulaire, sont en fait des personnes qui ne sont pas partie prenante dans la recherche, qui ne font pas partie des partenaires d'un projet, par exemple, mais qui vont être sollicités pour avoir un regard un peu extérieur et apporter de la réflexivité au consortium. Alors, après, le rôle et les objectifs du tiers veilleur, ça a été largement discuté dans le cadre de la préparation de CO3, et il n'y a pas
n'y a pas un rôle unique. Enfin, c'est pareil, c'est un petit peu dépendant du contexte et il n'y a pas une définition unique à ma connaissance de ce à quoi le tiers veilleur s'engage. Mais en tout cas, d'une manière un peu générique, c'est ce regard un peu réflexif et s'assurer aussi que les non-scientifiques trouvent bien leur place parce que souvent, il y a un peu une asymétrie de pouvoir, on va dire, dans les consortia faits d'académiques et de non-académiques. Donc souvent, le tiers veilleur a aussi un peu ce rôle pour veiller aux équilibres, les acteurs non scientifiques soient bien à leur place et puissent s'exprimer de manière libre et que ça fonctionne bien, que la mayonnaise prenne bien pour arriver vraiment à avoir des recherches qui soient réellement participatives. Donc le lien, alors je ne sais pas trop quel est le sens de la question, le lien avec quoi, je ne sais pas trop, mais en tout cas, cette notion de tiers veilleur, elle est intéressante déjà, rien que dans les discussions qu'elle a amenées au sein des personnes qui ont été amenées à échanger là-dessus dans le cadre de CO3. Maintenant, voilà, moi j'attends aussi un peu un retour d'expérience de ça pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça a apporté, comment le tiers veilleur a vécu ça, comment les membres du consortial ont vécu. Voilà, moi je suis un peu aussi en attente d'un retour d'expérience par rapport à ça. Alors la question est précisée sur la notion que c'est avec le tiers décrit par Nice Ferrand à l'instant. Alors en fait, attention, c'est très différent dans un sens qui est que nous, on travaille sur des dispositifs de recherche, intervention et de transformation décisionnelle, et non pas sur des dispositifs de recherche participative classique, c'est-à-dire essentiellement à vocation de production de connaissances. Et donc, dans nos cas, les citoyens médiateurs, intermédiaires, ne sont là que pour de l'accompagnement procédural, méthodologique, de facilitation et de reconstitution de la confiance entre les gens et les institutions, principalement, par des mécanismes de procédure et de méthode. C'est ce qu'on a dans le schéma actuel. Ça n'enlève rien à la nécessité, par exemple, d'un garant ou de garants qui peuvent être des garants volontaires en plus. C'est autre chose, hein, parce que la procéduralisation, comme on dit, de la participation dont on a déjà parlé, est un enjeu fort. Et un tiers veilleur de la recherche participative va jouer encore un autre rôle, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une démarche de recherche qui vient se poser, ce qui peut être le cas dans certains processus sur la participation ou sur l'environnement, si c'est de l'observation des papillons, etc., ou des écosystèmes. C'est deux choses différentes. Je compléterai un point sur ce que disait Christophe sur les asymétries. Effectivement, il y a des asymétries différents types. Il y a aussi des asymétries disciplinaires, il ne faut pas les oublier dans la notion de tiers veilleur de la recherche. Et là, on a une question importante et historique entre les sciences sociales et les sciences biophysiques, pour être rapide en France, avec quand même des mécanismes de défiance, voire d'arrogance des uns vers les autres, avec des modalités variées, qui posent des difficultés dans ces contextes-là, où effectivement, on a une remobilisation avec des problématiques liées au social. Et c'est là où c'est quand même très sérieusement en train d'évoluer pour un certain nombre de collègues qui viennent du monde biophysique, qui ont quand même réalisé deux choses principalement. C'est qu'il y avait chez eux d'abord, et aussi chez les observateurs qui vont instrumentaliser, pour être clair, des biais sociaux cognitifs qui existaient, donc il fallait correctement prendre en compte, et puis que d'autre part, il y avait un impact social en soi, et que donc il fallait... C'est des contextes où l'intérieur et la multidisciplinarité ont un réel rôle à jouer, avec une mobilisation intermédiaire des collègues de sciences sociales qui est tout à fait fondamentale. Mais il y a quand même encore une clusterisation, excusez-moi l'expression, importante. On le voit très bien sur la constitution des communautés et des groupements scientifiques. Le GIS démocratie participation, c'est des sciences sociales, très, 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 très majoritairement. L'ICPC, c'est les professionnels, des consultants beaucoup, mais avec quelques scientifiques aussi qui font de la recherche-intervention. Et puis, Alice fait un petit peu un pont entre les deux. Alors, on retrouve un peu des gens de biophysique, des gens de sciences sociales. Et puis après, on a des structures intermédiaires qui sont très centrées sur les sciences d'observation. Et donc, finalement, ces asymétries, elles existent encore. Alors après, on a d'autres asymétries. Elles sont très importantes et il faut bien les maîtriser. Ça fait partie aussi des besoins de formation qu'il y a pour tout le monde dans ce secteur-là. Et le tiers secteur de la recherche joue un rôle très important parce que il a une relation différente avec les problèmes de carrière, avec l'académisme standard. Et donc, il faut trouver le bon compromis entre pas tomber dans... Enfin, éviter absolument toute forme de relativisme, c'est complètement évident. Et puis, en même temps,
laisser de l'espace à la reconnaissance des savoirs et des subjectivités dans les dispositifs. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Les modèles ont aussi un rôle important à jouer dans ce domaine-là parce que ça permet de faire la colle entre différentes choses. On a des jolis projets actuellement là-dessus. Voilà. Une dernière question et puis on va clore la session. Si on a, si un volontaire pour une dernière question. Un ou une volontaire. Non, bah écoutez, si, on a une question de notre ami et collègue Gisèle Parfait. N'y a-t-il pas antagonisme critère de la science et de ce type de recherche? Alors, je ne suis pas sûr de... Alors, en gros, est-ce que c'est toujours de la science? C'est un peu ça la question de Gisèle, je pense. Christophe, qu'en penses-tu? À côté publication, oui, d'accord. Je ne sais pas trop dans quel sens interpréter la question. Est-ce que c'est de la science? Oui, de toute façon, ça se publie donc, voilà, dans des publications scientifiques. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, c'est vrai que les démarches participatives de recherche, ça remet en cause un certain nombre de pratiques, d'habitudes que les chercheurs ont pu prendre. Notamment, je voudrais insister sur la posture du chercheur, qui est très importante dans ces démarches-là. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche participative de recherche, il faut avoir une posture, je dirais, qui autorise finalement les non-chercheurs à s'exprimer et à faire état aussi de leurs propres savoirs, qui sont de nature différente des savoirs des chercheurs. L'idée, ce n'est pas de remettre du tout en cause la démarche scientifique ou les savoirs des scientifiques, mais il y a des savoirs qui sont de nature différente. Si on prend le cas de l'agriculture, tous ceux qui ont traîné un peu leurs bottes dans les champs ou dans les forêts savent très bien de ce dont je veux parler. C'est-à-dire qu'un agriculteur, personne que lui ne connaît mieux son terroir, son territoire, etc., comment ça fonctionne. Bon, c'est un savoir qui est très situé et donc qui a des caractéristiques propres en termes de savoir et qui est différent du savoir du scientifique. Et tout l'intérêt des démarches participatives, c'est justement de savoir combiner ces savoirs académiques et cette capacité à monter en généricité des scientifiques, et puis avec des savoirs qui sont peut-être plus situés, plus locaux, d'expérience, de nature différente. Et donc, du coup, c'est pour ça que je reviens sur la posture. La posture du chercheur est très importante pour ne pas écraser justement ces savoirs, pas écraser l'expression de ces savoirs, et d'avoir ensuite des personnes aussi dans un consortium qui sont capables de faire jouer les ressorts de l'intelligence collective de manière à ce que tout le monde puisse participer et que cette participation puisse être fructueuse, quoi. Bon, là, c'est aussi l'importance en plus de travaux que j'évoquais rapidement en sociologie des sciences qui vont faire la réanalyse du positionnement et de la non-neutralité des démarches scientifiques en elles-mêmes, qui sont une réalité par le mécanisme de cadrage en particulier. Et puis après, sur les questions d'orthodoxie de la science, bon, évidemment, il y a des différences d'épistémologie qui sont marquées, mais il y a une progression. Moi, je crois encore qu'on est vraiment dans une phase d'évolution d'un certain nombre de chercheurs. On le voit même dans des équipes comme la nôtre qui sont très multidisciplinaires et des oppositions qui restent fortes. On en a parlé avec l'intervention de Christelle Gramaglia, par exemple, dans un séminaire précédent, un webinaire précédent, là-dessus, sur la question de l'expertise, en fait. Et on retrouve de façon très centrale la question de la légitimation des dispositifs, avec derrière un problème de principe de précaution. Et l'enjeu sur la décision, c'est là où ça va nous intéresser. C'est-à-dire que si un dispositif de production de connaissances se met à raconter n'importe quoi et qui produit des conséquences qui sont dommageables aux biens et aux personnes, c'est ce qui peut se passer à l'interface entre science et ingénierie, eh bien, c'est évidemment un énorme problème d'action publique. Et ça, c'est des choses dont on ne peut pas se départir. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. On va clore la session aujourd'hui. Et je vous invite donc dans 15 jours pour la session suivante qui portera sur les professionnels de la participation, avec une participation des collègues de bureaux d'études, etc., qui viendront un petit peu nous parler de leur pratique et de leur expérience. Merci et à bientôt.